Allez, on va passer en revue maintenant l'actualité des marchés dans Direct Investisseur sur TV Finance avec notre invité Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin en avec direct. plaisir. Chef analyste chez IG. Semaine Banque Centrale, rarement on aura eu autant de certitudes sur ce que vont faire la Fed et sur ce que ne va pas faire la BCE. Mais pourtant, il y a une appréhension. Pourquoi ? Oui, une appréhension parce que, enfin, une appréhension. Il y a une méfiance de ces rendez-vous parce que c'est justement lorsqu'on n'attend rien que le marché peut surprendre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on voit que les probabilités pour la Fed, par exemple, de relèvement de taux sont à 98%. Donc le marché a déjà acté le fait qu'il y aurait bien un relèvement de taux. Ça, une anticipation à près de 100%. De temps en temps, oui, ouais, mais ça, c'est plutôt rare. Voilà, c'est plutôt rare qu'il y ait consensus à ce point-là. Le gros thème, c'est que est-ce que les prévisions de la Fed vont anticiper ou vont inclure une partie de ce plan fiscal qui, on le rappelle, n'est toujours pas voté définitivement, mais comme il a déjà passé deux grosses étapes, est-ce que la Fed va commencer à l'intégrer un peu plus dans ses anticipations et donc avoir un discours un peu plus au quiche, entre guillemets, un peu moins accommodant. Donc ça, c'est le gros enjeu. Et comment la Fed va voir 2018 ? Combien de taux anticipés et autres. Donc ça, c'est surtout là-dessus que le marché va s'attacher. Janet Yellen ne va pas dire comme ça, on va relever tant de fois. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'elle peut présenter les choses et comment est-ce qu'on peut y voir un petit peu plus clair ? À chaque fois qu'on n'a pas entendu Yellen, c'est là qu'elle a un petit peu surpris. Je prends cas concret. On avait une tonalité au niveau de la Fed au deuxième trimestre qui était devenue un peu moins accommodante. Le vice-président Fischer a parlé des écarts de prix sur les marchés, de la cherté de certains segments de marché. Et on s'était dit que Yellen, devant le Congrès en juillet, allait sortir un discours de la même nature. Ça a été tout l'inverse. Elle a été très accommodante dans la foulée. Donc là où on l'attend, peut-être très prudente encore, c'est un petit peu le consensus, est-ce qu'elle va surprendre ? C'est là qu'effectivement il faut rester vigilant justement. Quand on a l'impression que tout est déjà terminé à l'avance, qu'il faut se méfier parce que il y a deux choses. Ici, on a une Yellen qui est beaucoup plus prudente qu'attendue aussi. C'est ça aussi que le marché attend. Il attend une Yellen qui fasse du Yellen, si vous voulez. Mais si Yellen fait plus que du Yellen, si Yellen sont très prudentes, parce qu'elle estime que 2018 sera une année peut-être un peu plus délicate et autre, quel sera l'impact sur les marchés ? Est-ce qu'on va encore grimper parce que la Fed sera accommodante, ou est-ce qu'à un moment donné, une Fed trop prudente va commencer à cristalliser quelques craintes de la part du marché qui, lui, achète depuis déjà 4 trimestres d'affilée, de façon très très dense. Est-ce qu'une Fed qui reste trop prudente n'envoie pas, et dans la courbe de taux, c'est un peu le message que la courbe de taux envoie. On a ces taux qui s'écrasent, ces taux long terme qui s'écrasent toujours. L'aplatissement de la courbe de taux, toujours. On peut se dire, ce que va dire Yellen, là, c'est quoi ? C'est la dernière fois qu'elle fait une C'est son dernier gros rendez-vous. Dernier gros rendez-vous, dernière fois qu'elle devrait relever le dernier de l'année. Elle va être remplacée en février. Oui, c'est ça. Par Powell. On peut se dire, comme elle est remplacée en février, elle peut nous dire ce qu'elle veut sur 2018. Ce qui est important, c'est ce que Powell va faire. Il y a aussi le passage de témoin qui est important. Est-ce qu'elle pourra peut-être rester comme... je pense qu'elle va travailler, cette réunion, elle va travailler sur sa sortie. Ce serait étonnant qu'elle fasse quelque chose de totalement full pour la dernière réunion. Non, mais je veux dire, ce qui compte, c'est ce que va dire Powell. Oui, la certitude qu'ont les marchés, de toute façon, on est tellement sûr que Powell va continuer l'œuvre de Janet Yellen que du coup, en écoutant Yellen, on va lire un petit peu ce que va faire Powell, c'est ça ? On devrait le lire, mais il faut ne pas oublier non plus qu'il y a encore beaucoup de postes vacants au sein de la Fed, beaucoup de membres du board qui sont vacants. Il y en a un qui a été nommé là, par Trump, il y a pas longtemps. Il en reste combien ? De mémoire, il en reste encore 3 donc à nommer. Le poste de la vice-présidence, le gouverneur de la Fed de New York également. On sait que c'est avec le président et le vice-président, c'est le top 3 important et influent au niveau de la Fed. Donc tout ça, c'est des postes. Il y a encore au moins 2 gros postes importants dont on ne connaît pas on connaît pas le nom, si vous voulez. Donc le vrai enjeu, il va être là aussi. Mais c'est une semaine très riche. Donc il y aura la BCE, il y aura la Banque d'Angleterre. Avant de passer à la suite, donc pour ce qui est des relèvements de taux de l'année prochaine, on hésite entre quoi, 2 et 3, c'est ça ? Oui, c'est à peu près le consensus du marché aujourd'hui. Oui. La BCE, prudence, toujours de mise pour la BCE. Ça, ce sera le rendez-vous. On va entendre Mario Draghi, il va parler jeudi. Oui, on va l'entendre. Et pourquoi c'est important ? Parce que la dernière réunion de la BCE, on a eu un Draghi relativement accommodant, qui a annoncé une fin ouverte du QE. En gros, annonçant, on va poursuivre jusqu'à septembre 2018, et après, si nécessaire, on laissera le... Donc c'est vraiment une fin ouverte, c'est-à-dire en gros, on annonce un peu la fin, mais sans vraiment l'annoncer. Quelques jours après, il y a eu un sentiment beaucoup moins accommodant que Draghi. Souvenez-vous, Benoît Cœuré, c'est lui qui a lancé les hostilités, au niveau médiatique en tout cas. Benoît Cœuré qui, lui, a insisté pour qu'il y ait quelque chose de plus concret sur la fin du QE, envoyer un message plus clair. Novotny est du même sentiment.
Villeroy également du même sentiment, Weidmann, ça on le sait évidemment. Ça fait déjà 4 personnes assez influentes au niveau de la BCE qui ont eu un discours ces dernières semaines un petit peu différent, voire pour certains sensiblement différent de celui de Draghi. Donc la question c'est est-ce que Draghi va converger vers ce noyau dur ou est-ce qu'au contraire il va continuer dans sa trajectoire. Ça c'est important parce que ça a changé le niveau de l'euro, ça peut changer très très rapidement. L'euro qui ne fait pratiquement rien depuis 2 semaines. Là. L'euro exactement qui est dans un range depuis 2 semaines. Donc là c'est typiquement le genre de situation où il peut se passer des choses. Quand l'euro est parfaitement calme et qu'il peut se passer des choses dans une réunion, c'est là qu'il faut être très très vigilant. Banque d'Angleterre, dites-vous? Banque d'Angleterre aussi. Oui. Beaucoup de rendez-vous parce que la Banque d'Angleterre, c'est pas très médiatique en général. La Banque d'Angleterre, on saurait la Fed et la BCE. Le Brexit, ça allait de plus en plus. Hein. Ça allait de plus en plus. Et pourquoi ça sera encore plus cette fois-ci? Parce qu'il y a eu cet accord. Quand est-ce? Jeudi? C'est jeudi. Aussi, il y a eu cet accord sur la phase 1. Alors, c'est pas un accord signé. Hier, on a entendu. On parlait des négociations du Brexit. Voilà, la phase 1 qui peut ouvrir normalement la deuxième phase qui concerne la partie d'ailleurs, commerciale. cette semaine, on doit décider du lancement de la phase 2, non? Je crois, il me semble, oui, mais 14 décembre. Vous avez vu que il y a un sommet européen, là? Exactement, 14 et 15. Donc, ça, c'est un gros sommet où, effectivement, les choses vont être un peu plus affirmées. Mais pour l'instant, d'ailleurs, hier, on a eu un membre du gouvernement britannique, je ne sais plus lequel, Theresa May ou un autre, qui a indiqué que pour l'instant, c'est un accord de gentleman. Ce qui est important, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien de couché sur le papier. Ah bon? Le montant de la facture. Ils nous ont pourtant annoncé quelque chose. Oui, là, mais aux premières heures de la matinée de vendredi, contre toute attente d'ailleurs. Contre toute attente, exactement. Mais sauf, est-ce que la livre s'est fortement appréciée? Est-ce que vous avez vu la livre flamber? Là, elle repart à la baisse. Là. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le marché reste prudent. Il se dit, oui, il y a eu une espèce d'accord oral, mais il n'y a rien de concret. Est-ce qu'on connaît le montant de la facture définitive? On ne le connaît pas pour l'instant. Et on voit bien que les Anglais, malins dans la négociation, disent on honorera la facture si effectivement derrière il y a accord commercial. Donc à chaque fois il lit. Et si j'ai vu, on garde à peu près les mêmes avantages qu'avant. Hein. C'est ce qui se dégage dans l'actu ce matin. C'est ce qu'ils souhaitent. Alors pour revenir à la Banque d'Angleterre, pourquoi c'est important? Parce que la Banque d'Angleterre, du beurre. c'est la façon de négocier. Enfin, c'est ce qu'on voit depuis le début d'ailleurs. Cette façon de négocier qu'on voit depuis le début. Pourquoi c'est important? Parce que la Banque d'Angleterre va nous dire quoi? Va nous dire soit bien effectivement on a franchi une étape importante et donc on n'a plus confiance sur l'avenir. Ce sera pas dans ces termes-là, mais ce sera fait, le marché le ressentira si les mots sont assez clairs, et à ce moment-là, la livre peut grimper, si la Banque d'Angleterre parle de l'inflation et autres. Donc tout va dépendre de ça. Est-ce qu'on aura une tonalité aussi accommodante qu'à la dernière réunion, ou est-ce qu'on va intégrer le fait qu'il y ait cet accord oral sur la première phase des négociations? Et ça va changer la donne également. Si on a le sentiment que la Banque d'Angleterre, à un moment donné, devient un peu moins accommodante, c'est là que la livre va réellement commencer à repartir 1,36, 1,40, et que là, effectivement, en revanche, pour les marchés, je ne suis pas convaincu que ça plaise beaucoup au marché. Et la réforme fiscale Trump dans tout ça, on l'a presque oublié là. Hein. Après le vote du Sénat, on s'est dit super. Et puis là, on ne sait pas trop. Il y a quoi? Ils sont toujours en train de chercher un un compromis quoi. C'est exactement ça. Il y a eu la recherche du compromis entre le texte de la Chambre des représentants et celui du Sénat. Exactement. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. La Chambre des représentants s'est passée comme une lettre à la poste. Le Sénat, ça n'a pas été trop difficile non plus. On veut bien dans le marché action la saluer. C'était censé être le plus difficile le Sénat. Et puis finalement, c'est un petit peu libéré tout le monde. Exactement, 51 voix, mais suffisant pour faire passer le texte. On entre dans une deuxième phase qui va être importante. Alors, on disait les rendez-vous cette semaine, c'est quoi? C'est les banques centrales et la négociation sur ce qu'on appelle la réconciliation, donc les deux textes des deux chambres. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a quand même quelques divergences. La plus importante selon moi concerne la question des déductions fiscales. Dans le texte de la Chambre des représentants, il y a une mesure qui est abrogée, c'est notamment ce qu'on appelle l'AMT, qui est un taux d'imposition minimum. Dans le texte du Sénat, cet amendement est toujours présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le texte définitif devait inclure cet amendement sur l'AMT, ça veut dire que les entreprises actuelles, notamment des grosses tech, qui déduisent beaucoup de frais de recherche, développement et autres, pourraient moins déduire. Et donc ça veut dire que mécaniquement, leur taux d'imposition, finalement, serait plus élevé qu'avant la réforme fiscale. Même si elles bénéficient d'un taux sur le rapatriement du cash offshore et autres, sur l'aspect déduction, elles auront moins de marge de manœuvre. Et donc on a bien compris que pour un marché qui a déjà propulser les techs cette année, c'est un secteur qui a le plus performé, ce serait une mauvaise nouvelle. Donc l'enjeu est là en fait, c'est au niveau de cette réconciliation, est-ce qu'on garde ou pas ces amendements liés aux déductions ça pourrait accentuer la rotation sectorielle, ce qu'on appelle depuis quelques jours la rotation sectorielle, c'est-à-dire les ventes de tech pour aller sur d'autres secteurs notamment. Oui, sauf que ça dure quelques heures, ça dure quelques jours, enfin quelques jours seulement, on a une petite correction de 2-3%. Oui, mais il y a eu une autre phase, mais en tout cas, ce serait pas bon pour voilà, en tout cas on aurait ça, si effectivement il y avait cette mesure qui resterait, là oui, on verrait effectivement une rotation beaucoup plus forte. C'est-à-dire que là, on aura une vraie correction sur les techs et d'autres secteurs qui en bénéficieraient. Mais pour l'instant, chaque fois qu'on se dit ça, les textes passent
étape après étape. Il n'y a aucun anicroche nulle part. Donc finalement, c'est peut-être là que le danger est aussi. C'est quand on a l'impression que ça y est, que c'est sur l'autoroute de stabilité, que les choses vont commencer à bouger réellement. On sait que Trump doit et veut signer ce texte final avant Noël. Donc il reste 2 semaines. C'est pas avant la fin de l'année, c'est avant Noël. Donc c'est très précis. Voilà, sur son bureau de la Maison Blanche, enfin du bureau ovale avant Noël. Exactement. Dites-moi le shutdown aussi, on l'a un petit peu oublié là. Pour 2 semaines. Ça devait être une journée. Oui, ça devait être une journée cruciale vendredi dernier ou vendredi devant, je ne sais plus exactement. Oui, vendredi dernier. Et puis ça a été repoussé de 2 semaines jeudi soir. Voilà, c'est repoussé de 2 semaines. C'est reculé pour mieux sauter. C'est reculé pour laisser le temps à la réforme fiscale d'être finalisée et ensuite savoir exactement comment ça coûtera et ça ensuite ce qu'on peut commencer à faire le burn-out là au Congrès. Tellement de choses à traiter. Et d'ailleurs on voit les leaders. De shutdown partiel. Bon. Ce qui serait quand même mal vu. Mal vu pour Trump, ce qui serait clairement mal vu pour Trump, d'un point de vue de l'image politique, puis pour les marchés aussi. Les marchés n'aiment pas le shutdown. À chaque fois qu'historiquement on a eu ces phases-là, sous l'ère Obama ou autre, il y a eu des phases de correction sur le marché. Donc l'objectif, c'est effectivement d'arriver à au moins pousser le plafond jusqu'au mois d'avril. C'est ça l'objectif, de descendre en avril. Mais ça va dépendre encore une fois de la vitesse à laquelle le plan fiscal sera packagé et finalisé. Bon, un fleuve pas si tranquille d'ici à la fin de l'année. On se dit on va être en roue libre avec le Santa Claus Rally traditionnel. Oui. Il peut y avoir quand même quelques petites. Je pense qu'il faut vraiment se méfier parce épisodes. Pas se méfier pour se méfier tout le temps, mais se méfier pour se dire que les phases où on peut penser que le marché peut rester calme. Je prends toujours cet exemple-là. Souvenez-vous en 2015, à l'été 2015, on était en plein mois d'août, donc c'est tout sauf une période d'agité sur les marchés, et la Chine a commencé à bouger. Je crois que ça avait commencé en juin même, non Et une première alerte en juin, mais le gros mouvement de la Banque centrale chinoise, c'était en plein mois d'août. Bon, est-ce que là, avec tous ces rendez-vous, Fed, BCE, plan fiscal, shutdown, le 22, voilà. Ça fait un programme assez chargé, donc il faut rester effectivement. Il ne faut pas partir vigilant. en vacances. Il faut partir, mais en restant vigilant. Alors avant de partir, parlez-nous un petit peu de vos niveaux à suivre sur le CAC 40 et le DAX. On commence avec le CAC 40, qui a toujours autant de mal à confirmer les 5400 points. Oui, on est. Je suis sur le futur là, mais enfin bon. Oui, mais c'est la physionomie du CAC. Exactement, très belle la tendance, notamment la dernière phase là où on a corrigé par rapport au plus haut annuel, on a corrigé de 5%, et après on est rentré dans une phase de range assez longue. Alors on a d'abord tapé un petit peu la zone basse, on a rebondi, on remonte maintenant sur la zone haute de ce range, donc 5400 points, sauf pour l'instant, on a du mal à casser à la hausse. On voit que les marchés US, eux, performent. Mais regardez, hier, c'est la meilleure illustration. L'Europe négative, les États-Unis positifs. Donc il y a cette grosse décorrélation avec un effet euro, parce que l'euro est allé chercher l'1,18, donc on peut trouver une des raisons. C'est pas la seule raison. Moi, je n'aime pas trop me réfugier à chaque fois derrière les devises, parce qu'il y a des phases où l'euro monte et le marché action monte aussi. Donc je pense simplement qu'il y a en ce moment une force d'attraction pour la valeur US et pas qu'en ce moment qui est colossale. Et peut-être que ça se fait un peu aux dépens de la partie européenne. Pour ensuite, tant que ça pousse côté US et que je peux faire du 3-4% l'espace de quelques semaines sur des grosses valeurs comme les GAFA par exemple, je vais me mettre un peu sur les valeurs européennes, mais peut-être plus sur la partie américaine. Ça reste une zone qui techniquement pour moi n'est pas encore finie. C'est-à-dire que même si on tape un peu le haut du CAC, voilà, c'est dans un range dans lequel on est depuis maintenant 2-3 semaines. Moi, si vous pourrez des signaux plus bullish, il faut quand même qu'on revienne sur le plus haut de l'année. C'est-à-dire en gros qu'on dépasse les 5500, qu'on a changé 5530. Là, on commencera à avoir un sentiment que le creux, vous voyez, qui s'est formé, est complètement effacé. Et à ce moment-là, on pourra effectivement commencer à considérer des stratégies peut-être un peu plus de cassure à la hausse, vous voyez, accélérant vers des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la crise des subprimes. Tant qu'on est là-dessous, le DAX a la même configuration pour le DAX. Si vous regardez le graphique du DAX, il ressemble à peu près à ça aussi sur les dernières semaines. On a ce pic historique, on retombe, et oui, on a un range. Et le marché n'arrive pas à taper, il a tapé le bas du range, il n'a pas cassé, il tape le haut du range, il ne casse pas non plus. Donc c'est un parfait range. Ce qui serait clairement pour moi une alerte baissière, et ça fait déjà quelques jours qu'on l'a donné, mais qui pour l'instant ne paye toujours pas, parce que pour l'instant on est toujours dans un range, c'est si on voit que le marché tape le haut du range, mais ne passe pas ce haut du range, et commence à nouer chercher le bas du range, 12 850, zone très dangereuse, déjà testée par le marché, on remonte, si on retombe à 12 850, gros risque de cassure, et je pense qu'on peut les viser rapidement, la zone entre 12 850. Voilà, exactement, ce point bas là, et s'il casse, derrière il y a très peu de zones support, il y a 12 005, 12 006, c'est une petite zone, et après pas grand chose dans 12 000. Donc oui, tout de suite il y a une perspective baissière qui s'ouvre de manière assez importante, et le CAC c'est la même chose. Tout à l'heure on montrait le CAC, la zone dangereuse c'est on est 5000, alors je l'ai, voilà, 5300, 320 points de mémoire, voilà, 320 points. Si on repasse en dessous de cette zone de prix, il y a, vous voyez, les gros creux précédents, c'est plutôt les creux de 5000 points. Donc voilà, on voit bien tout de suite. Voilà, exactement. Il y a quelques petites étapes techniques en avec des moyennes mobiles et autres, mais sous ces moyennes de prix, il n'y a plus grand chose. Donc je ne dis pas qu'il faut
il faut toujours avoir deux façons de voir les choses. La façon long terme, même moyen terme, c'est de se dire que pour l'Europe, les choses vont quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Il n'y a pas de raison d'être vendeur moyen terme Europe. Il n'y a aucune raison fondamentale d'être vendeur moyen terme Europe. Là, simplement sur les opérations plus court terme, swing, notamment sur quelques jours par exemple, quelques semaines, là en revanche, je trouve qu'on manque beaucoup de signaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'engage très fortement short, mais pour l'instant le marché ne baisse pas, quelqu'un qui achète très fortement, le marché ne monte pas, donc il faut des signaux de meilleure qualité. Il faut des signaux de breakout, de cassure, soit un retour de la volatilité qui nous montre que clairement on casse un support et la volatilité progresse, soit une vraie détente du risque. On voit les valeurs comme le dollar yen, dollar franc suisse, les taux US qui grimpent d'un coup, et le CAC qui remonte sur ses plus hauts annuels. Là, il y a un signal. Tant qu'on est dans cette zone un petit peu, vous voyez, instable, c'est un range. Et donc se positionner agressivement dans un range, ça présente toujours des risques. Donc plutôt attendre qu'il y ait des tests, voilà. De gros supports on les a indiqués, ou de grosses résistances on les a indiqués aussi. Pour l'instant c'est assez flat. Moi je conseille plutôt des phases d'observation dans ce laps de temps-là. On observe donc et on reste vigilant jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup Alexandre Bardès d'avoir été avec nous pour ce panorama très complet de l'actualité des marchés, nous avoir donné vos objectifs sur ces deux grands indices européens que sont le CAC 40 et le DAX. Alexandre Bardès, chef analyste chez IG. Très bonne journée à vous. À bientôt. Merci.